Messieurs, dames, pour information, la session de ce soir va être enregistrée et va être diffusée en direct sur Facebook. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître par rapport à votre droit à l'image, restez en photo cachée. Autrement, vous pouvez apparaître sans souci. Oui. Marie, elle nous propose de venir manger samedi midi. D'ailleurs aussi. Merci. On prévoit aussi une sorte de mémoire au mois de mars, le 20 mars, en souvenir des enfants de Horatsua de l'école de Toulouse qui ont été massacrés, et de faire une sorte de mémoire au monument des enfants d'Isieux à la place Carnot. Voilà, alors on remercie. C'est donc une initiative qu'on a prise ensemble avec Sylvie Altard, qui nous a déjà beaucoup parlé du nazisme à Lyon. Je suis actuellement en train de lire un de ses livres, Le spectre de la terreur, c'est très impressionnant. Et Sylvie nous apporte beaucoup de ce souvenir et qui nous permet aussi de revoir un peu, de repenser nos liens, nos rencontres entre juifs et chrétiens de façon très positive et ouverte à l'avenir. Voilà, on est heureux d'écouter Sylvie. Merci. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean. Sylvie et Bernard vont nous présenter ce soir le travail qui a été fait par le Bnei Brit sur les manuels de terminale. Je suis heureuse donc de pouvoir accueillir à la fois des membres du Bnei Brit et des membres de l'Amitié judo-chrétienne de Lyon ce soir, et sur Facebook, et bien, tous ceux qui sont intéressés par rejoindre et par entendre cette étude qui a été faite et qui est extrêmement intéressante. Merci beaucoup Sylvie Altard pour votre intervention et je vous laisse la parole. Alors, juste avant de commencer, Bernard, te laisser la parole. Hervé, je pense qu'il faudrait couper ton micro et juste rappeler aussi qu'avec l'Amitié judéo-chrétienne, la loge Hélène et Victor Bach eh bien, s'associe à cette présentation et à ce travail remarquable qui a été fait par la Commission Israël. Je te laisse la parole, Bernard. Merci. Tu mets le diaporama? Oui, alors je peux faire un partage d'écran. Voilà. Donc, je prends la parole au début pour introduire le sujet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Bnei Brit, c'est une association juive qui prône des valeurs chères au judaïsme et la défense des juifs en France et dans le monde, et aussi des valeurs de fraternité avec les autres religions. Donc, au sein du Bnei Brit France, il y a différentes commissions, dont la commission Israël, qui est présidée par Véronique Hopstein, qui nous écoute ce soir. Et nous avons décidé de traiter de la représentation du conflit israélo-arabe dans les manuels d'histoire de classe terminale. Donc, je laisserai la parole ensuite à Sylvie en qualité d'historienne. Moi, je m'intéresse simplement au Moyen-Orient et au judaïsme. Les livres de terminale sont les mêmes dans les établissements publics et les établissements privés sous contrat, qu'ils soient confessionnels ou non. Donc, on a étudié un certain nombre de manuels d'histoire générale et plus spécialisée en sciences politiques. Et nous avons fait ce petit fascicule que Sylvie va commencer de vous présenter. Ok, donc moi je vais commencer d'abord par vous rappeler que la réforme des lycées a eu lieu en 2019 et donc en 2019, les enseignants ont dû changer tous leurs manuels, notamment pour la filière générale, et les élèves qui entrent depuis 2019 en première suivent en fait 2 blocs d'enseignement pour que vous compreniez bien comment se situe cet enseignement. Donc le premier bloc d'enseignement, c'est ce que
l'on appelle le tronc commun. Dans le tronc commun, tous les élèves doivent étudier 7 disciplines, dont l'histoire-géographie, l'éducation civique et morale. Et ces élèves donc, vont avoir 3 heures par semaine d'histoire-géographie. Et il faut savoir que le programme de terminale de ce tronc commun est composé de 4 thèmes chronologiques qui font la continuité avec le programme de première qui, lui, se termine après la Première Guerre mondiale et qui sont composés donc de jalons, donc des sujets qui sont composés de jalons, de chapitres qui sont obligatoires. Donc, je ne peux pas avancer. Voilà, on va faire comme ça. Donc, en fait, parmi ces chapitres, vous le voyez, c'est en haut ici, vous avez le thème 2 en terminale que l'on doit étudier, donc la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire, 13 à 15 heures, ça représente 4 à 5 semaines donc, de travail, évaluation comprise. Et vous voyez que dans le chapitre 4, il faut aborder le sujet « Les nouvelles tensions, début de l'affrontement de 2 superpuissances et conflits au pluriel au Proche-Orient ». Toujours dans ce chapitre 4, alors on ne fait plus de conclusion maintenant, on fait ce que l'on appelle des points de passage et d'ouverture. En fait, ce sont des thèmes, des sujets particuliers qu'il faut traiter. Et là, dans ce point de passage obligatoire et d'ouverture, vous avez la naissance de l'État d'Israël. Toujours dans ce thème 2 du tronc commun d'histoire en terminale, vous avez dans le chapitre 5 à traiter les conflits du Proche et du Moyen-Orient. Le deuxième bloc qui concerne les élèves, c'est ce que l'on appelle le bloc des spécialités, soit au nombre de 3 en première, 3 spécialités possibles, à hauteur de 4 heures par semaine, dont une spécialité, l'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, AGGSP comme on dit. Et si en première, les élèves ont 3 spécialités, en terminale, ils n'en ont plus que 2, à hauteur de 6 heures par semaine et par spécialité. Et chaque thème doit décliner, si vous voulez, l'acronyme de la spécialité. C'est-à-dire que pour HGGSP, eh bien, les élèves qui ont choisi cette spécialité vont devoir aborder les sujets par le prisme de l'histoire, c'est-à-dire la trace, le témoignage, l'archive, le récit, etc., par le prisme de la géographie, travail cartographique, multiscalaire, on travaille sur les espaces, les territoires, par le prisme de la science politique, où là on va étudier plutôt les régimes politiques, la place du citoyen, les institutions, et par le prisme de la géopolitique, c'est-à-dire la mise en jeu, je dirais, des relations de rivalité, de coopération, des relations de pouvoir, bien entendu, entre les hommes, les territoires, bien entendu, à travers la chronologie. Alors, le programme de terminale est composé donc de 6 thèmes. Et ce qu'il faut savoir, et c'est important de le savoir, c'est que les élèves ne passent plus le bac comme en juin, comme on le faisait avant. Ils ont ce qu'on appelle le contrôle continu et ils doivent passer leurs premières épreuves au mois de mars. Et pour les années paires, eh bien, les élèves doivent maîtriser les thèmes 1, 2, 3 et 5. Et pour les années impaires, ils doivent maîtriser les thèmes 2, 4, 5 et 6. Alors, vous vous rendez compte que dans les 2 cas, les élèves doivent maîtriser le thème 2, donc il y a une permanence de ce thème 2, que vous avez ici sous les yeux, faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution. Il faut à peu près 26 à 28 heures, c'est-à-dire 4 à 5 semaines pour traiter tous les sujets que vous avez ici sous les yeux, dont ce qui nous concerne, nous, l'objet de travail conclusif, le Moyen-Orient, conflits régionaux et tentatives de paix impliquant des acteurs internationaux étatiques et non étatiques, et puis des jalons qui sont obligatoires, du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien, les tentatives de résolution de la création de l'État d'Israël à nos jours. Alors,
lorsqu'il y a de nouveaux programmes, eh bien, il y a de nouveaux manuels. Et de nombreuses éditions ont proposé donc des manuels scolaires. Nous avons retenu, je dirais, les éditions les plus connues, les plus utilisées, c'est-à-dire le Belin, Hachette, Attier, Magnard et Nathan. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'origine de tout manuel scolaire, il y a bien entendu le programme qui est élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et qui est proposé par le Conseil supérieur des programmes. Si vous voulez, c'est comme un cahier des charges que l'on donne, que l'Éducation nationale doit théoriquement donner aux éditeurs. Quand celui-ci donc est officiel, quand le programme est officiel, l'éditeur va contacter alors des personnels, notamment dans l'éducation nationale, des professeurs agrégés notamment, des professeurs d'université, des inspecteurs académiques, qui vont pouvoir concevoir alors le projet d'un manuel. Ces professeurs forment alors une équipe d'auteurs composée de 5 à 10 personnes en fonction des éditions, avec un coordinateur, et puis on va donc élaborer ce fameux manuel. Lorsque le manuel est prêt, eh bien, il va être distribué sous forme de spécimens aux enseignants dans toutes les écoles, privées et publiques, comme l'a dit Bernard. Il faut savoir qu'il est distribué gratuitement et que c'est l'enseignant et l'équipe enseignante en général qui fait le choix de son manuel pour l'année qui va commencer avec le nouveau programme. Mais concernant les éditeurs, il est très intéressant de connaître ce qu'a dit et ce qu'a écrit dans la Tribune du Figaro le 3 juillet 2020 la présidente du Conseil supérieur des programmes qui s'appelle Souad Ayada et qui dit clairement regretter l'absence de dialogue sur le fond avec les éditeurs scolaires. Et voici ce qu'elle écrit dans sa tribune. Le Conseil supérieur des programmes n'a aucun pouvoir sur le contenu des manuels scolaires. Les éditeurs sont les acteurs d'un marché où les modes ont de l'influence sur la production, comme dans tous les marchés où régit l'offre et la demande. Le ministère est tenu d'informer les éditeurs lors du processus de fabrication de nouveaux programmes d'enseignement, mais les éditeurs scolaires, eux, ne sont tenus à rien, pas même de s'assurer de l'exactitude des contenus qu'ils diffusent. Ils sont extrêmement attachés à leur liberté éditoriale et ils considèrent que c'est à eux de définir leur ligne pédagogique. Autant dire que la discussion avec eux est limitée à des questions formelles et ne porte jamais sur des questions de fond. Ils interprètent toute tentative pour envisager avec eux les contenus et les orientations des manuels scolaires comme une intrusion suspecte. L'Académie des sciences leur a proposé un travail en commun sur les manuels scientifiques, notamment pour éviter des erreurs, les éditeurs ont refusé. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun dialogue entre les éditeurs et l'éducation nationale, bien qu'une passerelle pourrait être possible avec les enseignants. Ce qu'il faut bien savoir, et nous, on nous l'apprend en tant qu'enseignante, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prof d'histoire, eh bien, le manuel scolaire, ce n'est pas le programme. On nous dit toujours ça, mais je mets un bémol, parce que pour élaborer le programme, on va travailler sur un outil qui est le manuel scolaire, les documents, on va travailler sur le manuel qu'on a choisi, et ce manuel, c'est aussi l'outil principal, le support principal pour l'élève qui va se retrouver à la maison, parfois pour réviser. Donc voilà, je crois que c'est important de remettre en place un petit peu cette relation entre l'éducation nationale et les éditeurs. Alors pour appréhender ce travail, eh bien, la commission, dirigée donc par Véronique, qui est avec nous, a décomposé, si vous voulez, des thèmes, des sujets, que l'on appelle aussi des items, et 4 ont été retenus. Alors moi, je vais parler de la partie histoire géographique, géopolitique et sciences politiques, et Bernard, lui, vous parlera de la partie histoire, où il y a d'autres items, d'autres thèmes. Donc pour la spécialité, 4 items: lien du peuple juif à la terre d'Israël, les guerres israélo-arabes, le conflit israélo-palestinien et le choix des documents. Ce que je vous propose, c'est de regarder chaque item les uns après les autres. Je vais commencer par le premier item, lien du peuple juif à la terre d'Israël. Donc, dans les manuels, le lien ancestral du peuple juif à la terre d'Israël n'apparaît
pas toujours de façon très très claire, ce qui laisse à penser que ce choix peut relever du hasard. Dans leur parcours, les élèves ont déjà vu qu'au congrès de Vienne ou à la conférence de Berlin, les dirigeants se mettaient autour d'une carte et coupaient comme ça et distribuaient les territoires. Donc, bon, ça peut relever aussi du hasard. Le document donc, de référence pour parler de ce lien ancestral entre la terre et un peuple, eh bien, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël du 14 mai 1948, dans laquelle on peut lire Israël est le lieu où naquit le peuple juif, c'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. En 1897, inspiré par la vision de l'État juif qu'avait eu Théodore Herzl, le premier congrès sioniste proclama le droit du peuple juif à la renaissance nationale dans son propre pays. Alors, Le Hatier, lui, n'utilise pas du tout ce document de référence. Quant aux autres éditions, pour la plupart, s'il apparaît, il manque d'un rappel succinct de la filiation géographique, culturelle et je dirais même politique du peuple juif avec ce territoire. Il faut alors espérer que le professeur fasse ce petit rappel. Seul le Nathan, à la page 152, dans un paragraphe que l'on appelle repère, va évoquer cette filiation avec quand même une précision terminologique, puisqu'on peut lire, et vous l'avez sur l'écran, au Moyen-Orient, la judaïté renvoie à la fois à une appartenance religieuse, judaïsme, linguistique, hébreu, et nationale, Israël. On regrettera dans le Magnard la formulation à la page 138, je cite, « Les sionistes voient dans la Palestine le berceau de leur civilisation ». Alors c'est une affirmation plus que tendancieuse, puisque cela induit que la filiation historique entre les Juifs et la terre de Sion eh bien, est propre uniquement au sionisme, entre les Juifs et Israël est propre uniquement au sionisme, et non universelle, reconnue comme le rappelle la tradition juive ancestrale dans ses rites, dans ses prières, et notamment à Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Deuxième item, les guerres israélo-arabes. La résolution 181 de l'ONU concernant le partage de la Palestine mandataire est évoquée de manière très inégale dans les manuels. Le Hatier, le Hachette, le Nathan sont très clairs en disant que la résolution a été, je cite, rejetée par les Arabes et acceptée par les sionistes, dont le leader David Ben-Gourion proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948. En revanche, dans le Magnard, à la page 136, dans la partie cours, et c'est important de vous le dire, parce que c'est ce que les élèves vont lire à la maison quand ils doivent réviser ou quand ils ne savent plus trop où ils en sont, ils lisent toujours cette partie cours. Donc dans la partie cours, eh bien, on peut lire, sans tenir compte, je cite, du plan de partage de la Palestine proposé par l'ONU en 1947, David Ben-Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Là, on a une affirmation qui est fausse, qui occulte totalement le refus arabe de la partition et leur entrée dans la guerre en 1948, qui ne dit rien non plus du départ des Britanniques la veille, alors qu'ils sont censés maintenir l'ordre. Et à la page 126, toujours dans le Magnard, eh bien, on rejette l'entière responsabilité sur Israël, puisqu'on peut lire imposée par la force des armes et de ses soutiens extérieurs, la création de l'État d'Israël en 1948 plonge le Proche-Orient dans une longue période conflictuelle. Toujours dans l'item « Les guerres israélo-arabes ». Dans le Magnard toujours, Israël est qualifié entre 1948 et 1993 d'État riche, je cite, doté d'une armée moderne. Alors la définition, comme vous pouvez le lire à l'écran, d'Israël comme État riche est plus que troublante. Ce qualificatif véhicule un poncif très inquiétant et on le sent bien. On dit en général plutôt État moderne, État industrialisé, État développé en comparaison des États en développement, et mieux encore, on pourrait dire État développé à économie de marché, qui est le concept qu'on doit étudier théoriquement avec les élèves.
Lorsque on lit l'armée moderne, cela laisse entendre que l'État d'Israël aurait eu en face de lui des armées moins modernes, donc anciennes ou mal équipées, sous-entendu, eh bien, le discours d'une guerre disproportionnée que l'on retrouve aujourd'hui très souvent dans les médias, voire dans l'opinion publique. Sans compter, je dirais, les erreurs historiques dues à une analyse approximative. Par exemple, dans le Magnard, on peut lire à la page 136 « Israël réussit à s'imposer lors de chaque guerre aux dépens de ses voisins arabes, Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, qui ont choisi de se ranger dans le camp soviétique. » Alors, le Liban n'a pas participé à la guerre de 67. Il est faux d'écrire que la Jordanie et le Liban ont fait partie du bloc soviétique puisqu'ils étaient alliés aux États-Unis, et l'Égypte a quitté le bloc soviétique en 1977. Enfin, aucun manuel ne mentionne la politique délibérée d'expulsion des Juifs menée par les pays de la Ligue arabe, avec expropriation des biens des Juifs natifs dans ces pays-là, privation de leur nationalité, sans compter les arrestations, les assassinats, etc. Et je vous rappelle que le 23 juin 2014, la Knesset a adopté une loi fixant le 30 novembre comme journée nationale de commémoration annuelle pour les 850 000 réfugiés juifs qui furent déplacés des pays arabes et de l'Iran au cours du XXe siècle. Troisième item, le conflit israélo-palestinien. Alors, il est évoqué dans tous les manuels, mais peu de place est accordée à cette forme de guerre dite irrégulière, c'est-à-dire un conflit qui oppose une armée étatique à des groupes qui ne sont pas, eux, étatiques. Et qui, donc, guerre irrégulière, qui utilise des attaques suicides, de kamikazes, de tirs de roquettes contre les civils israéliens. Ça, on ne le lit pas dans les manuels. Les manuels n'abordent pas la complexité politique aussi des Palestiniens et présentent par exemple le Hamas comme une organisation armée. Voilà ce que l'on peut lire dans le Belin ou le Hachette, sans préciser que le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste par les principales instances internationales, dont l'Union européenne et les États-Unis, et notamment les États-Unis depuis l'attentat du 11 septembre 2001, qui a placé le Hamas dans la liste de ce qu'on appelle les États voyous et les organisations terroristes. Alors si en histoire, le professeur dans le tronc commun n'a pas vu ce que l'on appelle les rock states, c'est-à-dire les États voyous et les organisations terroristes, eh bien l'élève pense tout simplement que le Hamas est une organisation armée. Alors, quand même vous dire que dans le Hatier, à la page 151, le Hamas est signalé en disant que cette organisation refuse l'existence d'Israël. Toujours dans cet item, conflit israélo-palestinien, on va s'interroger sur l'amalgame, comme vous pouvez le lire, l'islamisme, les fondamentalismes juifs et chrétiens comme moteur majeur des conflits. Alors cela laisse penser que les trois se valent, alors que sur le terrain, il n'en est rien. On ne peut pas dire que juifs et chrétiens sont quand même à l'origine de conflits. Autre item très important, c'est le choix des documents. Vous savez, les documents sont essentiels pour le professeur qui travaille dessus, mais essentiels aussi pour l'élève, et notamment les documents iconographiques, les photographies. Les photos ont aujourd'hui une place importante dans notre société et elles impactent beaucoup les jeunes. Elles leur parlent beaucoup plus vite et mieux, je dirais, que les textes qui leur demandent un effort. Le pouvoir visuel que permet la photo, par exemple, qui transmet l'émotion, la persuasion, une forme d'identification à la réalité, est important. Les images s'imprègnent profondément dans la mémoire et sont absorbées sans aucune médiation. Le choix donc des documents iconographiques est majeur et ce choix des documents photographiques des éditeurs n'est jamais innocent et n'est jamais neutre. Alors, puisque on parle de ce choix des documents, arrêtons-nous sur
ce document-là que l'on a dans le thème de faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution. Tous les manuels illustrent ce thème 2 par des photographies, je dirais, généralistes sur la guerre, mais le Magnard, comme vous pouvez le voir, utilise cette photo pour le moins suggestive, qui circonscrit en fait le thème de la définition de la guerre au conflit israélo-palestinien. Et de surcroît, si on interprète de façon évidente cette photographie, vous avez d'un côté le soldat israélien qui est suréquipé, le fort, face au Palestinien civil, le faible. Donc pour l'élève, une lecture simple, une lecture manichéenne, facile à retenir et digne de toute propagande. Le choix des documents, cette fois-ci, dans l'objet conclusif sur le Moyen-Orient. Tous les manuels proposent aussi des documents pour illustrer les différents aspects du Moyen-Orient. Dans le Magnard, une fois encore, eh bien, la photo qui est choisie, vous l'avez sous les yeux à la page 124, elle est légendée de la manière suivante: combattant palestinien lors de la première guerre israélo-arabe 1948. Et bien entendu, une photo comme ça, on va tout de suite la lire et l'interpréter. Alors, qu'est-ce que l'on voit au premier plan? Eh bien, on voit un homme en civil, facilement identifiable, un Palestinien avec son kéfier, qui porte une arme qui n'a pas l'air toute moderne, hein, plutôt ancienne, donc avec peu de moyens finalement. Et puis, à l'arrière-plan, vous avez un jeune homme ou un homme qui, lui, a encore moins de moyens, il est pieds nus, vous voyez, avec son kéfier. Donc c'est aussi un arabe, un palestinien. Et si l'on va plus loin, je dirais, dans l'interprétation, on a l'impression que la guerre de 48-49 est une guerre qui est une guerre civile, qui a opposé des civils. En fait, il n'en est rien, parce que dès 48, vous avez 5 États qui vont participer à cette guerre, 5 États de la Ligue arabe qui vont entrer dans cette guerre, et donc on a bien une guerre inter-étatique, alors que l'on sous-entend que c'est une guerre civile. Plus loin encore, si on interprète, et c'est possible, eh bien, on peut aussi se dire, puisque c'est une guerre entre civils, donc il n'y a pas de création d'État. Donc la création de l'État d'Israël en 1948 et la création d'un État palestinien, puisque l'ONU avait créé 2 États avec une union économique, ici est totalement niée. Toujours dans l'objet conclusif sur le Moyen-Orient, suite à la photo que nous venons de voir donc dans le Magnard, qui propose une citation qui est attribuée à Ben Gourion et que vous avez ici sous les yeux. « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. Donc c'est normal, nous avons pris leur pays, il est vrai que Dieu nous l'a promis, mais comment cela pourrait-il les concerner ?» Alors, cette citation est extraite d'une conversation avec Naum Goldman, comme vous pouvez le lire dans Le Paradoxe juif, et cette citation ne devrait jamais figurer dans un manuel scolaire, car une citation d'un homme politique est censée refléter son action et ses objectifs, et ici, c'est tout le contraire. Donc, il y a une franche malhonnêteté à utiliser cette citation, puisque ce que vous lisez ici n'incarne pas du tout le combat de Ben Gourion. Toujours dans l'objet conclusif, et je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, eh bien, sur ce thème du Moyen-Orient, dans le Belin, cette fois-ci, le choix d'un texte de Shlomo Sand, destiné à une classe de terminale qui nous a paru pour le moins pernicieux du fait de ses affirmations péremptoires, dénuées, comme vous pouvez le lire, de tout fondement scientifique. Alors, qui est Shlomo Sand? Shlomo Sand est un historien israélien à l'université de Tel Aviv. Il a publié de nombreux livres, c'est un spécialiste du cinéma, il est né en 1946, bref, mais en 2008, il va publier cet opuscule qui s'intitule « Comment le peuple juif fut inventé ». Et dans cet opuscule, il nie la légitimité historique d'Israël sur cette guerre en tant que peuple, nation unie,
par une même origine. Sand met en avant l'importance des conversions dans la constitution des populations de confession juive, et d'autre part, il ajoute que jusqu'à l'avènement du sionisme, ces populations ne se définissaient pas par leur appartenance à une nation commune, mais uniquement à une religion. Et la présentation de cette analyse sous couvert de la critique du document est fallacieuse, car les élèves n'ont pas les moyens, n'ont pas les outils pour cette analyse, c'est-à-dire une connaissance parfaite, voire exhaustive sur le plan historique, économique, social, juridique, politique du conflit israélo-palestinien et de la région. Alors, un élève de terminale n'a pas les connaissances suffisantes pour évaluer les accusations répétitives que l'on peut retrouver dans Shlomo Sand, mais aussi à travers les manuels, en utilisant certains mots tels que ségrégation, domination oppressive, arabe citoyen de seconde zone ou encore le mot apartheid. Il est, comme vous pouvez le lire à la fin de cette diapo, trop facile de convoquer un Israélien comme Shlomo Sand pour parler d'Israël en ces termes. On n'aurait pas idée de convoquer un Palestinien pour condamner le terrorisme palestinien et défendre Israël. Donc, en conclusion, avant de laisser la parole à Bernard, je vous dirais que 2 éditeurs sont équilibrés, recherchent une forme de compréhension, c'est l'édition Attier et l'édition Nathan. Quant au Belin et surtout le Magnard, il y a des orientations idéologiques, voire même, je dirais, partisanes. Alors on peut se demander pourquoi ces dérives. Certaines éditions ont une ligne éditoriale à suivre, bien qu'un manuel scolaire, et un manuel d'histoire notamment, est censé être factuel, objectif et fiable. Il peut aussi y avoir des influences idéologiques, voire des idées préconçues. Je voudrais simplement vous rappeler que dans le sondage HipHop de 2017, au moment des élections, un sondage qui s'est intitulé SOS Éducation par questionnaire auto-administré à 1100 enseignants représentatifs de la population enseignante française, 78% ont voté à gauche et surtout à extrême gauche, à plus de 25% pour Mélenchon. Donc peut-être des influences idéologiques qui amènent parfois à présenter les choses de façon fallacieuse, voire pernicieuse, voire même, je dirais, complètement fausse. Je vais laisser la parole à Bernard qui, lui, va vous parler de la partie histoire, tronc commun. Merci Sylvie. J'aurais dû, en préalable de notre intervention, vous parler de notre méthodologie, de notre méthode de travail. En fait, nous avons été très attachés à analyser des faits sans esprit polémique et à remarquer, à vérifier s'il y avait des non-dits, des oublis, des poncifs, Sylvie en a parlé tout à l'heure, et parfois des erreurs ou des falsifications. Donc, en ce qui concerne les manuels d'histoire générale, nous avons retenu 6 items. Vous voyez que certains sont communs avec les 4 items de géopolitique. Donc, le sionisme, le lien du peuple à la terre d'Israël, les guerres israélo-arabes, les conflits israélo-palestiniens, les accords et traités de paix, la définition de la Palestine et des Palestiniens, et aussi le choix des documents. Donc, concernant le sionisme, il aurait été souhaitable, dans ce contexte passionnel du conflit israélo-arabe, notamment en France et dans certaines banlieues, de donner un sens, de donner une signification au mot sionisme, qui est l'objet des pires polémiques. Parfois, on dit sale sioniste pour ne pas dire sale juif. Et donc, le replacer dans la perspective historique et de montrer l'enracinement de l'attachement millénaire à la terre d'Israël. Et par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archéologie en Israël est une activité hautement politique, puisqu'elle permet de montrer que les Juifs étaient présents depuis un certain nombre d'années en Israël.
Et seul le Belin, justement, ajoute à la définition du sionisme, qui est une définition politique le plus souvent, une référence à l'identité juive ancestrale, en disant que le sionisme est le nom qui fait référence à Sion, nom biblique qui désigne Jérusalem et son peuple. Alors, les guerres israélo-arabes, donc les manuels, d'une façon générale, évoquent le plan de partage de la Palestine qui a eu lieu par l'ONU en 1947, c'est la résolution 181, mais c'est évoqué de manière incomplète. À la majorité des 2/3, l'ONU a établi la création d'un État juif et d'un État arabe, qui était la condition d'une paix durable. Il fut accepté par la direction sioniste, mais refusé par les États arabes et la direction palestinienne, ce qui a entraîné en 1948 la guerre de pays arabes environnants contre l'État d'Israël. Et si l'on ne cite pas tous ces éléments, la compréhension de la situation complexe risque d'être fragmentaire. Le conflit israélo-palestinien, donc là, concerne pas les États arabes. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons parlé de conflit et non de guerre. Les manuels font référence au terrorisme palestinien. Toutefois, à part le Hatier, et Sylvie en a parlé tout à l'heure, aucun manuel ne mentionne que le Hamas est un groupe déclaré terroriste par l'Union européenne et aussi par les États-Unis. Il faut savoir que dans la charte du Hamas prône toujours la destruction de l'État d'Israël. Ensuite, il y a un flou aussi important sur la Cisjordanie et surtout sur Gaza. Aucun manuel n'indique que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza dès 2007 au détriment de l'autorité palestinienne, et ce qui complexifie davantage la situation de la région. Alors, le Magnard présente la frontière entre la Cisjordanie et Israël. Donc, vous voyez, c'est un document qui est paru dans Ouest France en mai 2018. Ouest France est le premier de ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Et en général, c'est un quotidien de qualité. Et donc, vous voyez, il est mis par rapport à cette source, la frontière entre la Cisjordanie et Israël, c'est un mur de plus de 700 km qui a été construit. Or, les 700 km existent, mais le mur ne représente que 4% de cette longueur, le reste étant constitué d'une clôture. Et en plus, il n'apparaît pas les raisons pour lesquelles existe cette barrière qui a été faite pour protéger la population israélienne des actes terroristes. Et donc, ce document, est extrait encore une fois d'un grand journal, d'un grand quotidien, aurait dû être vérifié avant de figurer dans un manuel d'histoire. Et là, précisément sur la photo, vous voyez le mur et pas la clôture. Alors, la Palestine et les Palestiniens, c'est très compliqué parce que maintenant, on donne une connotation à ces deux mots, mais ils sont ambigus et ils pourraient accréditer l'idée que la Palestine fut un État souverain et ses habitants, les Palestiniens. Et en fait, les Palestiniens, le nom palestinien vient des Philistins. Et ça ne correspond pas à la réalité actuelle. Et le problème, c'est que l'ensemble des manuels, à l'exception du Hatier et du Hachette, utilisent ces mots sans en donner de définition et sans donner de précision d'origine historique et géographique qui permettrait de mieux appréhender l'évolution géopolitique de cette région.
Alors, autre item qu'a développé aussi Sylvie, c'est le choix du document qui illustre la naissance de l'État d'Israël. Donc, le Belin utilise une photo d'un grand reporter, Robert Capa, qui était d'origine juive. C'est la photo que vous voyez en bas à droite, une très jolie photo, très, très émouvante, et qui demande à l'élève de décrire les différents mythes ou stéréotypes auxquels il a recours pour légitimer l'État d'Israël. Donc déjà, c'est assez subtil, puisqu'on admet la légalisation de l'État d'Israël depuis 1948. Là, on parle de légitimer. Et le questionnement fermé, puisqu'on parle de mythe, ne laisse aucune place au doute. L'expression « le mythe de la terre promise », qui est répétée à 3 reprises dans ce manuel, impose à l'élève le point de vue des auteurs, à savoir que l'attachement du peuple juif à la terre d'Israël serait une fiction. Le plus important, le plus grave à notre sens, à notre avis, c'est que ces expressions reprennent presque mot pour mot le titre du livre de Roger Garaudy qui s'appelait les mythes fondateurs de la politique israélienne, qu'il a écrit de mémoire en 1995 et qui a été condamné par la justice française en 1998. Donc, Roger Garaudy, je vais en dire 2 mots parce que je trouve que c'est important. Donc, c'était un philosophe, un agrégé de philosophie, qui s'est converti au protestantisme, puis au catholicisme, puis au judaïsme, pardon pour le lapsus, à l'islam, et ça a un rapport avec la suite, et qui politiquement est passé c'était un intellectuel reconnu du Parti communiste, et qui a rejoint ensuite les rangs de l'extrême droite. Et il est ce qu'on appelle un négationniste, mais il était négationniste déjà depuis le début, puisque quand il était au Parti communiste, il niait l'existence du goulag. Quand il s'est retrouvé à l'extrême droite, il a nié, son principal combat, c'est de nier la Shoah. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais dans l'esprit de l'extrême droite, il considère que l'État d'Israël est né grâce à cause de la Shoah, et c'est parce qu'il y a eu la Shoah qu'on a accordé l'État d'Israël aux Juifs. Et donc, lui considère que la Shoah n'a pas existé, donc l'État d'Israël ne devrait pas exister. Et je pense, malheureusement, et c'est pour ça que je voulais insister, que c'est un pari sur l'avenir, parce que dans 2 siècles, 5 siècles, peut-être qu'on dira qu'il y avait deux théories. La théorie de la Shoah, défendue par certains, et la théorie du complot, de l'inexistence de la Shoah. Voilà. La diapositive suivante. Donc, tout ce travail a été élaboré pour le transmettre à la communauté juive, évidemment, mais aussi à la communauté non juive. Donc, vous voyez les différentes formes de communication. Donc, nous avons informé sur la parution de la brochure, les conclusions, sollicité des rendez-vous, des interviews, et à différents intervenants, les acteurs de l'éducation, les leaders d'opinion, les radios et les journaux locaux, nos instances communautaires, les élus. Et donc, j'ai souhaité faire un petit peu le point avant de nous rencontrer avec la présidente de la commission Israël, Véronique Hopstein. Et le bilan est en demi-teinte, c'est-à-dire que nous avons essayé, nous avons contacté les uns et les autres, et pour l'instant, sans beaucoup de retours. Donc, c'est assez, je trouve que c'est assez décevant.
Voilà, donc ça, c'est un exemple de courrier que nous avons envoyé à l'inspection d'académie, comme nous avons contacté d'autres médias. Voilà. Sylvie, si tu veux, je te laisse faire la conclusion. Oui, oui, donc pendant plus d'un an, donc, les membres de la commission Israël ont travaillé dirigés par Véronique de façon, je dirais, assidue, bienveillante, voilà, avec une réelle volonté de d'éplucher tout ce qu'il y avait dans les livres. Alors moi, je suis venue en cours de route m'agréger à ce travail qui avait déjà été très, très entamé, je dirais, par mes amis. Ce travail donc, de relecture des manuels d'enseignement a été soutenu bien entendu par le président du Bnei Brit France, Philippe Meyer. Et bien entendu, il y a cette lecture critique dans le sens, je dirais, complet du terme, hein, ce qui va, ce qui ne va pas, mais c'est aussi une lecture qui s'impose et qui se doit comme, je dirais, un devoir civique pour notre institution, qui est le BBF, mais qui devrait l'être aussi pour toutes les personnes à qui nous avons envoyé des courriers ou le fascicule. Mais malheureusement, comme Bernard l'a dit, nous avons eu très peu de réponses. Il faut savoir que dans les cours d'histoire-géographie ou de spécialité de géopolitique, nous avons toujours en trame de fond, nous gardons en tête, en conscience que tout ce que nous disons théoriquement forme les citoyens de demain, et avec des supports parfois faux, fallacieux ou tendancieux ou incomplets, parfois par manque d'informations, ce qui est souvent surprenant parce que ce sont bien souvent des professeurs agrégés hein, qui font ces manuels scolaires. Eh bien, on se dit qu'il faudrait rapidement réagir. Mais ce n'est pas toujours très évident. Alors voilà, c'est pour ça qu'on présente cette brochure le plus possible. On espère avoir été suffisamment clair, Bernard et moi, mais Véronique aussi, hein, qui est avec nous. On peut répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à demander la brochure, soit en passant par Bernard, par moi, par Véronique, ou par Ruth, à qui on pourrait donner une adresse, et à diffuser l'information qu'il existe cette analyse. Dans certains établissements scolaires, les élèves sont en danger, sont en danger de désinformation, de malinformation, information culturelle. Et c'est avec le passé qu'on construit le présent et on va vers l'avenir. Et là, on construit sur des bases qui sont parfois fragiles, très fragiles. Voilà. Donc, s'il y a des questions, peut-être Merci beaucoup Bernard et Sylvie. Effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en direct et vous pouvez également les poser sur le chat, mais là en direct, n'hésitez pas. Et Facebook, Alors, pour diffuser cette brochure enregistrement à la presse, c'est Katia qui pose cette question. Je crois que Véronique a fait un gros travail de ce côté-là. Peut-être que Véronique, tu pourrais prendre la parole pour être plus précise, puisque c'est toi qui as présidé cette commission. Alors, bonjour à tous, ravie d'être ici. Je suis vraiment heureuse d'entendre à nouveau cette présentation absolument parfaite. Sylvie et Bernard, vraiment, c'est vrai qu'on a vécu toute une année en osmose à réfléchir, à faire du pile-poule sur chaque mot de ces textes. Alors oui, je dois dire qu'on est un peu frustré, c'est vrai, du manque de réaction globale de tous les acteurs à qui on a envoyé cette brochure, que ce soit les professeurs, les IPR d'histoire, les journaux, les médias. En même temps, on se dit que pour un IPR,
on a eu un IPR qui nous a dit, bon, il ne veut pas être nommé, que voilà, que la brochure était extrêmement intéressante, mais que c'était un sujet très compliqué, qu'il ne pouvait pas se mettre à mal avec les autres. Donc nous, on espère, malgré tout, que notre brochure a été lue, puisqu'on l'a envoyée à tous les IPR d'histoire de France. On l'a envoyée aux médias, on l'a envoyée aux responsables, responsables éducation, responsables société des différents médias. Bon, on a eu quelques retours, mais pas vraiment comme on l'espérait, et en particulier, les éditeurs ne nous ont jamais répondu, aucun. En particulier aussi Magnière et Belin, bien sûr. Voilà, nous, on se devait de le faire en tant que citoyens français, dont les enfants, si je peux employer le verbe comme ça, sont enseignés. Nos enfants sont enseignés dans les lycées de cette manière-là. On se devait de le faire et on a été très heureux de le faire. Et maintenant, c'est vrai qu'on a envie de dire, bon, cette brochure, elle peut peut-être avoir une vie personnelle. Ça dépend de vous. Alors, juste, c'est vrai qu'on l'a diffusé aussi à Jean-Dominique Durand, qui est le président de la GCF de France, qui lui aussi a été extrêmement intéressé. C'est vrai qu'on a eu un retour à la fois de la GCF et du SNRJ, la Conférence des évêques de France, avec qui on a beaucoup échangé sur cette brochure. Mais voilà, elle est passée d'ailleurs dans la newsletter du SNRJ, la Conférence des évêques de France. Et on espère qu'elle pourra continuer une autre vie. Merci beaucoup, Véronique. Merci pour ces précisions. J'en profite juste pour arrêter l'enregistrement sur Facebook, je vous le préviens, mais on peut continuer à parler, bien sûr, et continuer à poser vos questions. Oui. Il y a des gens, par exemple. Une question. Je ne sais pas si ça a été abordé, mais qui choisit les différents ouvrages au niveau des établissements scolaires entre les ouvrages tels qu'ils ont été présentés? Je l'ai dit au début, en fait, lorsque les manuels sont réalisés, les éditeurs envoient les spécimens gratuitement aux enseignants. Lorsqu'il y a une réforme, comme en 2019, par exemple, moi j'ai reçu une vingtaine de manuels, on croulait sous les manuels. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on se concerte au niveau de l'équipe prof d'histoire ou d'AGGSP et on passe 1 heure ou 2, on se concerte, on a travaillé sur les livres et on choisit tel ou tel livre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, bien souvent, on a des réflexes. Le Magnard, on l'utilise beaucoup en géographie, un petit peu moins en histoire, mais quand même, il se diffuse. Le Magnard est d'une qualité, je dirais, graphique très, très bonne. Donc, il se diffuse facilement. Donc, c'est voilà comment les choses se font. En fait, ce sont les professeurs qui choisissent leur livre. Merci. Bravo en tout cas pour ce beau travail. Et on ne va pas hésiter à diffuser donc on compte bien sur Ruth nous dira comment se procurer ce rapport. C'est une question aussi, il me semble que vous avez parlé d'enseignement libre, enfin avec le comité des centre des évêques. Est-ce qu'il y a plus une réception, vous sentez une réception de ce côté-là, du côté de l'enseignement libre, peut-être plus facile que dans l'enseignement national? On n'a pas pu faire d'études parce que c'est quelque chose auquel moi j'ai essayé de me pencher, c'est-à-dire que du côté de mon établissement, j'ai demandé moi je suis donc dans le privé sous contrat, j'ai demandé à la documentaliste de se renseigner pour savoir, par exemple dans le Val-de-Saône, sur une aire particulière, s'il y avait possibilité de savoir quels étaient les livres les plus utilisés.
Elle a fait des démarches et à chaque fois, ça a été un petit peu compliqué. Elle n'a jamais abouti. Elle n'a jamais pu me dire que dans tel établissement, on utilisait plus ce livre, etc. Il faudrait pouvoir avoir des contacts dans tous les établissements pour savoir, parce que les éditeurs, de toute façon, enfin, Véronique l'a très bien dit, hein, ils sont pas très, très ouverts. Donc, on ne peut pas trop savoir s'il y a plus de répercussions dans l'école libre ou dans le public. Ça, c'est une autre enquête qu'il faudrait mener, certainement. Nous, dans les écoles libres, disons, catholiques, que je connais un peu, ça n'a pas grand-chose à voir avec le thème traité ici, mais enfin quelque chose quand même. Pour ce qui est de la catéchèse, elle est régulièrement vérifiée. Hein. Les volumes de catéchisme, les instruments de catéchisme sont toujours soumis à une commission dont j'ai fait partie d'ailleurs, parfois ça, je risque d'en recevoir, où on regarde ça de très près pour voir un peu comment on présente Israël, la terre d'Israël, Palestine, etc., toutes ces choses-là. Ben, ça correspond pas, ça connecte pas directement avec le conflit actuel, bien sûr, mais enfin, c'est pas séparé non plus. Hervé? Non? Hervé, désolé, je t'ai demandé de réactiver le son au moment où tu l'as réactivé, du coup, on ne t'entend pas. Mais je crois qu'il ne peut pas prendre la parole. Si? Si. Ah Non, bon? non, ce n'est pas spécialement sur ce que vous avez dit brillamment, mais c'est faire la constatation qu'il y a 15-20 ans, on avait le même genre de conférence, qui n'était pas en Zoom, puisqu'il n'y avait pas de Covid, mais on faisait des conférences, où on écoutait des conférences sur les manuels scolaires palestiniens. D'accord ? C'était encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est encore plus grave maintenant, parce que ce que je veux dire, ça pouvait se comprendre à la limite qu'on fasse de la propagande au sein même d'une des deux parties qui est en conflit. Mais là, c'est complètement différent. C'est plus grave et plus dangereux, plus pernicieux, puisque c'est au sein d'une population qui, théoriquement, n'a pas d'avis, a priori, sur la situation, et qui va se faire son propre avis à partir de ces manuels-là. Voilà, c'est ça ma remarque. Il y avait le fameux rapport Manor, c'est ça qui montrait à quel point l'information était biaisée, mais bon, c'était dans un esprit de propagande pour monter une population contre une autre, entre guillemets, parce qu'elle était occupée et qu'elle voulait se libérer. Mais là, c'est différent. Bien. Autre question, remarque? Je voudrais juste rajouter que pour ceux qui sont intéressés, la brochure est en PDF, donc on pourrait éventuellement vous l'envoyer si vous le souhaitez. Vous voyez avec le responsable du Zoom. Voilà. J'ai les adresses mail de chacun, donc si vous êtes intéressés, mais faites-moi un petit pouce pour me le confirmer, je peux les envoyer effectivement aux différentes personnes. Voilà, et puis si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, si vous-même vous avez des petits-enfants, regardez les manuels, ça peut toujours être intéressant. Alors là, les sujets, bon, on a vu tous les thèmes, etc., mais bon, ces problèmes de façon de traiter les sujets de façon très inégale dans les manuels scolaires, moi, ça fait très longtemps que je le vois, notamment sur des sujets comme l'eau. Par exemple, en seconde, on travaille sur l'eau, en cinquième, on travaille sur l'eau. Bon, alors à chaque fois, vous avez en étude de cas, comme on dit, le Jourdain, vous voyez, donc, et à chaque fois,
le contenu est très, très, très orienté. Il m'est même arrivé, mais il y a un certain temps maintenant, c'était il y a une dizaine d'années, de reprendre un de mes collègues en lui disant que la Palestine n'existait pas, mais que c'était Israël. Et les élèves écrivaient partout Palestine. Bah ouais. Mais comment vous dire, le professeur est maître en sa classe et c'est compliqué de savoir finalement ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est pour ça que globalement, hein, quand même, les enseignants vont tâcher d'être rigoureux et de diffuser un savoir factuel et scientifique, hein, selon les programmes. Mais c'est vrai que le livre pose un problème. Quand on prépare, nous, une leçon, quand on prépare une séance, eh bien, on choisit tel et tel document dans le livre, et c'est à partir du livre, parce que c'est plus facile que projeter, etc. Ils ont tous le bouquin, ou alors si c'est en mode numérique, on peut même travailler dessus au tableau, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est vrai que le manuel est quand même un support important. Moi, je voudrais juste apporter une précision. Les triplés, l'année dernière, étaient en 6e. Et dans les livres, dans les manuels scolaires de 6e, Jésus était né en Palestine. Ce qui crée également une autre problématique, mais qui rejoint directement celle qu'on a abordée ce soir. C'est ce qu'on critique dans les manuels de catéchisme. Maintenant, ça ne devrait plus paraître, ça. Le souci, c'est que dans les manuels scolaires hors catéchisme, ça apparaît également. Bien sûr. Donc, même si l'Église arrive à modifier ça, il faudrait qu'on arrive aussi à le modifier sur les manuels scolaires de 6e. Mais je crois aussi que de la part de certains enseignants, il y a aussi une méconnaissance, hein, du sujet. Les enseignants ne peuvent pas tout savoir, tout connaître. Il y a une méconnaissance. Il y a très peu de formation. Donc c'est pas toujours facile. Et puis, en fonction aussi du public que vous avez en face de vous, ce sont des sujets qui peuvent être difficiles à traiter, très difficiles à traiter. Un point, Sylvie, dont tu as parlé tout à l'heure et qui a fait tilt, moi j'ai un de mes amis qui est ingénieur spécialisé sur l'eau, qui a fait plusieurs interventions, il peut les faire en français, en anglais, en hébreu, et il est spécialisé sur l'eau dans le Moyen-Orient. Il habite à Tel Aviv maintenant depuis une douzaine d'années, et il fait des interventions notamment sur la présentation de comment est-ce que l'eau est un facteur de rapprochement entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait. Donc, ça permet de totalement casser toutes les idées reçues qu'on peut avoir de l'autre côté. Et éventuellement, ça pourrait être une idée de le faire intervenir pour l'année prochaine peut-être. Je vous propose de le faire également de la même façon avec un partenariat entre l'amitié judo-chrétienne de Lyon ou éventuellement de France. Mais en tous les cas, nous, on est sur Lyon, donc voilà, de la JCF de Lyon et le Bnei Brit, parce que je pense que ça pourrait être… moi, je l'ai entendu plusieurs fois intervenir et il est passionnant. Et il connaît très, très bien son sujet et ça dessille les yeux également. Ruth, si je peux me permettre, c'est vrai, il est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est le même voilà, que l'on connaît. Et en même temps, peut-être aussi, pour aller un peu plus loin, parler des accords gaziers. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objet aujourd'hui, mais je pense que suite aux accords d'Abraham, il y a aujourd'hui des accords gaziers entre Israël et le Liban via la Syrie. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Également avec l'Égypte. Et je trouve que dans les manuels, c'est une réflexion qui m'est venue quand même un peu après, on ne parle pas suffisamment des accords, soit bilatéraux, soit en groupe, qui sont établis aujourd'hui entre Israël et un certain nombre de ses voisins, sans parler des accords d'Abraham, et même des collaborations qui existent avec les Palestiniens
particulier en termes d'agriculture et de partage de nouvelles technologies. Voilà, c'est un sujet à lui tout seul, c'est vrai. On ne dit pas tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, observations suite à notre soirée, enfin, suite à la très bonne présentation de Sylvie et Bernard? Est-ce qu'il existe des associations d'enseignants en histoire? Oui, oui, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, Et vous une les avez association nationale et qui a des délégations académiques. Oui, oui, bien sûr. vous avez pu les contacter aussi, Oui, les oui, oui, solliciter? oui, oui. Ben, j'ai aucun retour. Pas de retour non plus. Oui. Moi, j'interroge Sylvie en tant que prof, et puis des autres profs s'ils sont là. Tu disais que c'était quand même souvent quelque chose de très difficile à traiter. Il y a le côté passionnel qui doit ressortir assez souvent, j'imagine, non? Au moins dans certains milieux, dès qu'on parle d'Israël, etc., Palestine, le conflit. Je ne sais même pas si c'est passionnel, c'est une, comment vous dire, c'est une opposition immédiate. Alors moi, je l'ai jamais vécu directement dans mes classes, mais il m'est arrivé, alors ça n'a rien à voir avec le thème même que l'on a traité aujourd'hui, mais il m'est arrivé d'accompagner en tant que médiatrice des voyages de la métropole à Auschwitz. Et tout se passait très très bien avec des classes de 3e. Il y avait une centaine d'élèves de tous les horizons possibles. Donc très bien, et ça se passait très très bien. Et à Auschwitz I, on a visité des pavillons. Alors il y avait le pavillon français, très bien. Et puis on avait le temps, donc on est allé au pavillon israélien. Et bien là, on n'a pas pu en faire rentrer certains. Ah ouais. C'était impossible. Le simple fait qu'il y ait le mot Israël, impossible. Donc, il a fallu discuter avec ces jeunes, donc en 3e, et la discussion a été très longue. Finalement, on a réussi à les faire rentrer, mais moi, il y en a un qui se bouchait les oreilles et qui se bouchait les yeux, quoi. Hein. Il voulait ni voir ni entendre. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et en fait, dès que vous prononcez le mot Israël, c'est toujours, on ne sait jamais comment ça va se passer, en fait. Donc, c'est pour ça que, à la décharge de mes collègues, plus on a de connaissances, plus on est armé. C'est comme pour aborder, ça n'a rien à voir, mais c'est comme pour aborder le sujet de la Shoah. Ce sont des sujets qui sont tellement difficiles qu'il faut faire des formations, qu'il faut maîtriser. Et là, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile lorsque vous avez plusieurs élèves qui vous affrontent, hein, qui peuvent vraiment vous affronter. Donc moi, ça m'est jamais personnellement arrivé. De toute façon, je suis dans un établissement où ça ne risque pas d'arriver. La seule fois où j'ai eu une expression politique, ce sont des élèves de seconde qui ont affiché au-dessus du tableau un drapeau du Tibet, pour l'indépendance du Tibet. Donc, je suis rentrée dans la classe et je leur ai dit, mais c'est quoi? Alors, ils me disent, ben, c'est un drapeau pour l'indépendance du Tibet. Vous militez, voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, ils étaient déjà incapables de me dire exactement ce qui se passait. Je leur ai dit, mais alors, bientôt, on va mettre tous les drapeaux avec toutes les revendications nationalistes. Alors, peut-être les Corses, pourquoi pas? C'est pas le lieu pour une école. Donc, je leur ai fait enlever le drapeau. Voilà. Mais, bon, c'est pas toujours évident à faire. Oh, d'accord. Voilà. Et je crois qu'en fonction du secteur où on enseigne, les choses sont plus délicates que d'autres. Il faut le dire. On n'a pas... c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que si le manuel en rajoute, ben c'est difficile parce que pour l'élève, le manuel, c'est la vérité. Moi, combien de fois il m'est arrivé de corriger des erreurs dans un manuel et puis, dans mon cours, en disant des choses, et puis l'élève dit « Ouais, mais c'est pas écrit comme ça, c'est pas la date qu'il y a dans le livre. » Ah ben ouais, mais le livre peut avoir aussi des erreurs. Mais ça, c'est pas évident pour un élève parce qu'il est formaté
on a formaté nos élèves de cette manière-là, les jeunes, en fait. Ouais. Donc, tout l'intérêt de la brochure, en fait. Bernard, Sylvie, merci 1000 fois Merci à pour vous. votre intervention. Merci à vous. Merci à vous. Merci à la loge Hélène et Victor Bache et à l'amitié judéo-chrétienne de Lyon que je représente avec Jean, Sylvie, Michel ici présents et Florence. Et Paul. Et Paul, totalement. Ah, Paul, oui. C'est vrai que Nicole et Paul sont tous les deux présents. Et je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne année 2022 à tous et je l'espère à très bientôt. Merci encore à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au Et revoir. n'oubliez pas de contacter Ruth, on peut lui envoyer le Oui, fascicule. Oui, d'accord, et moi je suis preneur. C'est excellent. c'est fait. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Merci Sylvie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci Ruth, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Michel. Merci.